Il est 8h33, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Pierrin. Bonjour. Vous êtes spécialiste du grand banditisme, vous avez publié de nombreux articles, livres, voire même des scénarios. Et vous êtes souvent dans les documentaires pour expliquer et comprendre ce que c'est que le grand banditisme. Et la raison pour laquelle je voulais qu'on prenne le temps ce matin avec vous, c'est qu'on a l'impression que ça explose de partout. Alors évidemment, j'imagine que moi, avec mon regard de néophyte, ça vous fait sourire. Mais enfin, quand on regarde quand même les villes... Ça explose vraiment de partout. Ouais. On parlait de Marseille, évidemment, depuis longtemps, mais on parle désormais aussi de Valence, de Montpellier, d'Orléans, de Nantes, de la Moselle. Est-ce qu'il y a un territoire en France qui échappe au grand banditisme désormais, qui échappe au règlement de compte, qui échappe à ces morts ? Qui échappe d'ailleurs pas forcément au grand banditisme, mais au trafic de stupes plus simplement. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. C'est-à-dire que les règlements de compte qui étaient l'apanage de la grande criminalité il y a encore quelques années, ou de la criminalité organisée, comme on l'appelait, enfin, une espèce de Champions League de la délinquance. Aujourd'hui, les petits délinquants, moyens délinquants, trafiquants de stupes, voilà, même quasi en zone rurale, utilisent les mêmes méthodes et se flinguent allègrement à l'arme de guerre. Donc oui, non, c'est pas juste une impression. C'est-à-dire qu'on est parti des grands centres urbains il y a quelques années qui concentraient le trafic assez logiquement. C'est des hubs commerciaux, il y a un bassin de clientèle, donc c'est là que ça frémissait. Et puis le trafic de stupes, il s'est installé comme ça. Il a distillé voilà, son venin. Il a essaimé un peu partout en France comme une espèce de toile d'araignée, voilà, essayant de se loger un peu partout, parce que partout il y a des consommateurs. On n'est pas dans les stupes que dans les grandes villes. Et donc voilà, le mouvement de ce règlement de compte qu'on peut détailler après a suivi en fait le trafic de stupes. Voilà, les méthodes. Ça pose le décor, un décor en toile d'araignée qui s'est diffusé tout au long de la France, qui est sorti aussi des villes, qui est désormais y compris dans le monde rural, dans les petites villes. Voilà, là où vous avez des petits trafics qui naissent, voilà. Parce qu'il y a un petit bassin de population, ou alors ça soit en Moselle, on est au carrefour de 3 frontières, la Villerupt dont on a parlé il y a quelques semaines. Voilà, donc Villerupt, si on s'arrête là-dessus, après on va essayer de comprendre qui sont les acteurs de tout ça, qui sont d'ailleurs parfois très jeunes, les acteurs, les tueurs, les victimes, et puis le rôle ensuite de la police, de la justice et la manière dont éventuellement on pourrait enfin solutionner tout ça. Mais si on regarde, vous le disiez, la Moselle, qu'est-ce qui s'est passé en Moselle ? Ah oui, non, mais c'est hallucinant. S'il y a 20 ans, on vous disait, il y a des flingages à l'arme de guerre en Moselle, enfin bon, ça paraissait surréaliste aujourd'hui. Non, c'est qu'il y a dans cette ville un point de deal, parce qu'on est au croisement des frontières, des axes routiers, donc c'est comme un môle, si vous voulez. Peu importe la taille de la ville, c'est la situation géographique. C'est comme à Marseille, on va y revenir. Il y a des spots qui sont plus ou moins visés, ou à Saint-Ouen à Paris, parce qu'on est aux portes de Paris, c'est facilement accessible pour les consommateurs. C'est une histoire de consommation et de commerce. Donc voilà, donc Villerupt, manque de peau pour cette ville. Elle est à un endroit bien placé pour les trafiquants, mal placé pour les habitants. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça tire ? Pourquoi est-ce qu'il y a des victimes maintenant ? Alors, on a l'impression davantage qu'il y a quelques années. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière ? Est-ce que c'est la résultance d'une lutte contre le trafic qui marcherait mieux ? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'il y a des moments comme ça d'ébullition ? Non, c'est même pas ça. Il y a un phénomène de banalisation assez triste. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on a vu apparaître ces règlements de compte. Et puis après, il y a le temps que ça se répande, en gros, que ça se banalise dans cette population. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un effet d'escalade. C'est comme dans une guerre classique entre deux États. Il y a un moment, celui qui appuie sur le plus gros bouton, si vous voulez répondre, vous êtes obligé de surenchérir, appuyer sur le plus gros. Donc, en gros, ces règlements de compte, ils ont commencé en 2005. On se tirait dessus dans les quartiers nord au fusil de chasse. Il y avait de rares morts et tous les je sais pas combien. Et c'était des vieilles armes qu'on trouvait chez Pépé. Sont apparues ces armes de guerre. Ils ont mis un petit peu de temps, ils les ont regardées. Ils sont auto-célébrés avec devant leur glace. Et puis il y a un moment, il y en a un qui l'a sorti. Et puis le moment où il y en a un qui l'a sorti, en face, si vous voulez continuer de jouer dans le grand trafic, vous êtes obligé de répondre. Sinon, tout le monde se couche et puis vous laissez la place. Donc le voisin a sorti la sienne. Donc ça ne peut qu'empirer quand on et donc on est parti. On a banalisé ça dans les grandes villes et puis les petits gars dans les trafics un peu subalternes de villes de petite, moyenne importance, on commençait aussi à s'y mettre. Il y a un phénomène de mimétisme là-dedans. Alors à Marseille, on est bien loin maintenant du simple règlement de compte, parce que cette phase-là, ils l'ont dépassé il y a 10 ans. Ils ont commencé par ça.
Après, ils ont fait des espèces de tueries de masse. C'est-à-dire qu'avant, on visait un type. Après, on a visé des voitures avec 5 types. Après, on a commencé à faire ce qu'on appelle des fantasias. C'est-à-dire, on allait dans les cités, on tirait en plein jour sur les façades d'immeubles ou en l'air pour terroriser, non pas la population, mais les gens qui tenaient le point de deal qu'on voulait récupérer ou voilà. Et puis maintenant, on tire dans le tas directement sur le point de deal. Avec des victimes collatérales qui sont des personnes âgées, qui sont des mères de famille. Quand vous tirez à l'arme de guerre, vous avez 18 ans, que vous ne savez pas vous en servir avec une Kalachnikov qui porte à plus de 1000 mètres, oui, forcément, avec 30 balles dans le chargeur. Elles viennent d'où ces armes? Qui les achète? Qui les vend? Et ça coûte combien? Alors, les armes, traditionnellement, elles venaient des ex-pays en guerre. Donc, pour nous, c'était l'ex-Yougoslavie, les pays des Balkans, voilà, Serbie, Albanie, etc., etc. Bon, il y a eu une guerre qui a duré assez longtemps dans les années 90. Ils se sont retrouvés avec des stocks d'armes assez monstrueux. Et puis, ça a commencé à venir en Europe. On les vendait. C'est un trafic de fourmis. Alors, déjà, c'est ce qu'il faut préciser. Le trafic d'armes en soi, c'est pas une vraie filière criminelle. Ça rapporte pas assez d'argent. C'est pas rentable. C'est toujours un trafic annexe. Ça va avec le trafic de stupes, ça va avec le braquage, ça va avec, voilà. Mais en soi, donc, c'est un trafic de fourmis. C'est des gens qui rapportent 1, 2, 3, 4 pièces quasiment à la commande, en flux tendu. Il y a très peu de stocks. On en trouve de temps en temps, mais très, très peu. Le plus gros stock qu'on ait trouvé, il y a une quinzaine d'années, c'était une 50aine de Kalachnikov. Depuis, on n'en a pas retrouvé autant. Donc, elles viennent à l'unité quasiment. Donc, en gros, voilà, ça vient en flux tendu. Donc, ça va venir dans des voitures individuelles, dans des cages, dans des lignes de bus internationaux. Enfin, vous avez à peu près tous les systèmes de ce petit trafic de fourmis. Ça, c'est ce qu'on avait habituellement. Sauf que cette source, elle commence à se tarir dans les Balkans à force de vendre leurs Kalachnikov et leurs pistolets automatiques. Ils en ont plus tant que ça. Il y a une deuxième source qui apparaît depuis quelques années. Ce sont ce qu'on appelle les armes démilitarisées. C'est-à-dire que sur Internet, plus précisément sur le Darknet, mais il y a d'autres sites aussi, vous pouvez acheter des armes de collectionneurs qui sont démilitarisées. Donc une Kalachnikov, par exemple, où il manque des pièces. On l'a rendue, en tout cas, non fonctionnable. Elle ne peut pas vous l'acheter, c'est pour mettre dans votre salon si vous avez des goûts un peu spéciaux. D'accord, donc il y a des gens qui achètent une Kalachnikov pour la mettre sur le mur. Il y a des types qui mettent ça sur leur armoire, sur leur buffet. Et ces armes-là, vous pouvez aussi acheter pas mal de pièces détachées. Donc vous remettez... Vous avez compris l'histoire, vous remettez ça dans votre cave pour un peu que vous ayez quelques connaissances ou un copain armurier clandestin. Alors ça se fait dans le milieu des collectionneurs, qui est assez important en France, les collectionneurs d'armes. C'est là d'ailleurs où on fait les plus grosses saisies, sauf que ce milieu, il est poreux. Les types, ils restent pas entre eux à cacher leurs armes et à s'en parler secrètement sous le manteau. Donc forcément, comme dans ça finit par se savoir. Oui, puis les collectionneurs, ils échangent, ils revendent des pièces pour acheter autre chose. Donc au bout d'un moment, ça essaime. Et si vous allez un peu traîner là-dedans, vous allez avoir des gens qui font la jonction. Voilà. Donc ça, c'est les multiples. Après, vous avez des pays qui vendent des espèces de pistolets d'alarme qui sont transformés. Alors ça, c'est... Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous dites que ça vient souvent des ex-pays en guerre, est-ce qu'on peut imaginer que si la guerre en Ukraine enfin se termine, les armes qui sont en circulation là-bas finissent par revenir par ce marché dans les années qui viennent? C'est à peu près le mouvement perpétuel classique, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a... Ça vous paraît assez prévisible? Oui, il y a de fortes chances qu'on les voit revenir, à moins qu'ils les vendent pour des destinations plus lucratives. C'est-à-dire d'autres pays en guerre qui auraient besoin d'armement. Fut un temps, la Syrie absorbait pas mal des armes des Balkans, etc., parce qu'ils en avaient besoin. Donc voilà. Là, on parle de Kalachnikov, Jérôme Pirrat. Il semble que des grenades apparaissent également, des grenades sur ce genre de théâtre de ville française. Les grenades, moi j'en avais filmé dans un documentaire il y a plus de 10 ans. Le type, on avait un sac complet, ça valait 50 €, des grenades cadrées. Donc c'est pareil, il y a longtemps qu'on voit circuler. On a même vu des lance-roquettes il y a 15 ans circuler, sauf que les gens les sortaient pas. Là, la crainte notamment de la PJ marseillaise, effectivement, c'est de voir apparaître, d'avoir des lancers de grenades. C'est-à-dire des types, puisqu'on en est à une politique de terreur, d'intimidation, etc., et non plus d'assassinat ciblé, autant effectivement balancer 3 grenades dans une cité en passant, ça sera tout aussi efficace qu'un tir de rafale de Kalachnikov. Jérôme Pirrat, qui sont les tueurs? Souvent, c'est une population qui est, on va le dire, assez jeune. On le voit bien, de toute façon, vu le profil des victimes et des types qui sont de temps en temps arrêtés. C'est plutôt des vingtenaires. C'est des gens qui sont... Alors on lit un peu, qui sont recrutés sur les réseaux sociaux. Généralement, il n'y a pas de génération spontanée. C'est quand même des gens qui ont un pied dans ce trafic, qui suivent ces histoires et qui vont avoir des prédispositions, qui vont se proposer, Alors après, on voit bien que c'est pas des tueurs très professionnels, c'est des gamins à qui on donne une arme, à qui on donne quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros. Il y en a qui cèdent courageusement avec un peu de cocaïne dans le nez pour oublier la peur qui peut les tenailler, et puis on fonce dans le tas. Donc en gros,
C'est des gens comme ça, et puis en face, le profil des victimes, on voit qu'il rajeunit. Alors ça, c'est dû au changement de tactique. C'est-à-dire qu'avant, on ciblait des caïds. Donc les caïds, ils ont généralement pas 20 ans, hein, ils ont 30, 40 ans, 45 ans. Ces caïds dont on parle souvent, ils sont partis à l'étranger, majoritairement. Il n'y a plus personne dans les quartiers. Dans les quartiers, vous avez ce qu'on appelle des ouvriers, des smicards du trafic, c'est-à-dire le bas de l'échelle. Hein. Le trafic, c'est du capitalisme sauvage. Hein. Vous avez un patron en haut, et puis ça descend comme ça dans la hiérarchie. Ceux que vous voyez sur le terrain, c'est le premier niveau, le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire ce sont les plus jeunes, à qui on a commencé par dire on te file 5 euros pour que tu nous dises quand quelqu'un arrive, et qui petit à petit sont montés dans la hiérarchie de cette entreprise. Mais sur le terrain, voilà, ce sont uniquement les gens de 15, 16, 17 ans. Donc dès l'instant où vous commencez à viser le terrain, vous allez tuer des gens de 15, 16, 17 ans et non plus des trentenaires. Donc c'est pas une volonté de viser des mineurs, c'est juste que de fait la stratégie implique que vous allez tuer, et il y aura des victimes collatérales et des gamins de 15 ans. Et donc, c'est ce qu'on voit maintenant apparaître à peu près partout. Quand vous dites ces gamins de 15 ans, il y en a un qui a été arrêté, Mathéo F. Il a 18 ans, il a fini par être arrêté. Il est mis en examen pour 3 assassinats récents liés à 2 dossiers de violence dans les milieux des stupéfiants à Marseille. Quand il a été arrêté, les policiers racontent qu'au moment où ils l'ont arrêté, il a dit « Vous avez de la chance que je n'avais pas d'armes sur moi, autrement je serais mort les armes à la main. » On dirait presque qu'il meurt pour une cause. Oui, bon, lui, il a peut-être une petite faille psychologique. Hein. Ils sont pas tous dans cet état-là. Lui, il se vantait sur les réseaux sociaux de tuer des types, de faire des contrats. Bon, voilà. Donc, on voit bien que c'est pas très non plus professionnel. Là, il faut peut-être chercher du côté d'une pathologie, voilà, un peu plus poussée. Généralement, on s'en vante pas. Les fois où ces groupes criminels publient sur les réseaux sociaux, ils imitent les narcos. Leur modèle, c'est en gros les Sud-Américains, hein, les Colombiens, les Mexicains. Donc on commence à découper des types à Marseille qu'on retrouve dans des coffres en morceaux comme au Mexique. Et puis on publie maintenant, à la mexicaine ou comme les cartels, des vidéos pour terroriser l'adversaire, où on voit les flingages, on voit ce genre de choses. Voilà, histoire de... Jérôme Pierrat, qui donne l'ordre ? Ah bah c'est en haut que ça se... Mais c'est où en haut? C'est qui en haut? C'est des gens qui tiennent les... Alors, on va pas vous faire la physionomie par exemple du banditisme marseillais, mais vous avez 4, 5, 6 équipes, ça dépend des... qui vont se partager ce marché. Donc il y en a qui tiennent 1, 10, 15 points de deal, 3, etc. Et puis il y a des alliances au gré des... Donc en haut, il y a des gens qui fournissent ces réseaux. Ce que vous voyez sur le terrain, c'est le magasin. En fait, derrière, il y a un grossiste qui envoie la marchandise. Le grossiste, il est où? Il est en France? Non, généralement, il est à l'étranger. On parle beaucoup de Dubaï ces dernières années, mais il y a des gens au Maroc, en Algérie. Il y a des gens... Traditionnellement, on est allé en Espagne, et puis on va de plus en plus loin, parce que évidemment, la justice commence à vous rattraper. Donc en Espagne, ils vont plus trop. Ils sont passés de l'autre côté. Ça veut dire qu'à Marseille, quand vous me parlez des patrons de Marseille, en fait, physiquement, ils sont plus à Marseille? Non, il n'y a plus personne à Marseille. C'est des anciens Marseillais? C'est des Marseillais expatriés, on va dire, voilà, qui télétravaillent, quoi. Qui télétravaillent, et puis qui appellent leurs copains sur place. Alors, sur place, il y a forcément des lieutenants. Hein, vous pouvez pas faire du trafic uniquement à distance, donc il faut quand même avoir une présence. Donc vous avez forcément des forces vives qui s'occupent du business concret. Mais les ordres, parce qu'il y a un super commercial en haut, c'est des commerçants, hein, donc il y a un type en haut qui est chargé de négocier les tonnes de stupes, etc. Si on reste sur cette histoire d'offre et de demande, l'offre a augmenté, mais la demande a très largement explosé. On dit aujourd'hui que la France est le premier consommateur de drogue. Oui, alors en gros, c'est la poule et l'œuf, on ne sait pas bien. Voilà. Mais en fait, c'est ça le fond de cette guerre. C'est juste qu'il y a trop d'offres encore pour pas assez de demandes. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de demandes que tout le monde s'y est mis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, et puis maintenant, il y a une concurrence accrue. À Marseille, on voit la concentration des points de deal, ça tient dans dans un arrondissement parisien, ils sont tous là. Et c'est pour ça que les uns et les autres essayent éventuellement de s'éliminer pour récupérer l'intégralité du marché. Vu l'argent qu'il y a en cause, on parle de points de deal à 30 000, à 80 000 de chiffre d'affaires, hein, pas de marge, mais en tout cas, voilà, c'est des fortunes, c'est des gamins de 20 ans qui se retrouvent à la tête de millions d'euros sur une année, donc forcément, ça fait tourner les têtes, et puis voilà, si vous manquez un peu de... Mais Jérôme Pierrat, quand on entend le gouvernement qui aujourd'hui veut faire du consommateur vraiment un des acteurs de tout cela, en disant le consommateur a une très forte responsabilité. Techniquement, c'est vrai, c'est le bout de la chaîne. Oui, c'est le bout de la chaîne, sauf que moi, je veux bien qu'on arrête l'humanité de se défoncer ou de boire de l'alcool ou de... Bon, j'ai du mal à croire que d'un seul coup, tout le monde va être sobre. Hein. On va se rappeler de la prohibition américaine dans les années 30. Les gens n'ont pas arrêté... Précisément, on a l'impression que ça devient Chicago. Hein. De boire, oui, mais effectivement, de boire pour autant. D'ailleurs, à Chicago, c'était devenu Chicago parce qu'on avait interdit l'alcool et puis que, du coup, les gangs se sont emparés de ce marché clandestin. Donc, bon, voilà, si on parle après, on peut parler de légalisation, etc. Mais donc, je sais même plus ce que je disais. Sur la question des consommateurs, est-ce qu'il faut, en effet, tenir ce discours?
jours. Ils ont pénalisé. Je suis pas sûr que le fait de S'il y a moins de demandes, mécaniquement, ça tarira l'offre ou... Oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait moins de demandes juste parce qu'on vous dit que vous allez prendre 200 € d'amende. Enfin, je sais pas si... Comment on fait malheureusement, personne... Non, mais on voit la CRS. Je vais vous donner un exemple. On apprend tous, on a tous découvert l'existence de la CRS 8. La CRS 8 qui est donc cette force d'appoint que l'on dépêche sur le terrain lorsqu'il y a effectivement à Marseille ou à Montpellier un problème. Mais on a l'impression là maintenant qu'on la promène de ville en ville. Elle est au moment où on se parle à Nantes. Et puis, je crois qu'une CRS, c'est pas très bien adapté pour lutter contre des règlements de compte. Alors, c'est adapté... Mais encore même pas épisodique, temporairement. C'est-à-dire, vous allez déstabiliser un point de vente. Il faudrait y rester à vie dessus. Faire les 3-8, avoir 50 CRS en permanence. Parce qu'eux, ils font les 3-8. C'est 24 heures sur 24. La paternelle dont on parle, c'est la fameuse site à Marseille donc, qui avait cristallisé le conflit. Oui, c'était des 3-8. C'est à tel point qu'eux interdisaient les autres réseaux d'ouvrir après 2 heures du matin. Et pour ça, ils tournaient dans Marseille et arrosaient les réseaux ouverts après 2 heures pour être le seul point de vente à faire du 24-24. Quand vous dites arroser, vous faites le geste en même temps. Pardon, pour ceux qui nous écoutent, bien, quand on dit arroser, ça veut dire tirer. Ça veut dire tirer à la Kalachnikov. C'est rafaler le point de vente. Donc on voit bien. C'est vain. Vous allez mettre des CRS, ils vont déplacer le truc un peu plus loin, et puis après on va faire du Uber Sheet, ce qu'on appelle de la livraison à distance. Uber Sheet. Voilà, ce qu'on appelle. on a appelé ça du Uber Sheet. Ça s'est démocratisé. Du shit, quoi. Des types, ils viennent vous livrer. Donc il y a même plus de point de vente. Donc ça sert même plus à rien d'envoyer à la CRS 8 à cet endroit-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a envie de vraiment lutter contre ces trafics? Si on a envie de lutter contre ces trafics, ça veut dire que c'est la police judiciaire, c'est les services spécialisés, c'est beaucoup d'argent, c'est du temps. C'est des gens qui mènent des enquêtes, comme vous le faites. Et puis c'est assez invisible. C'est ça le problème pour un politique, c'est que la vraie lutte contre le trafic de stupes, elle n'est pas visible, ce qui n'arrange jamais le monde politique. Quand vous avez des règlements de compte, il a envie qu'il y ait des arrestations. On veut des arrestations, on veut des faits, il faut que les citoyens voient qu'il se passe quelque chose. Là, pour le coup, c'est des luttes qui sont très clandestines. On peut pas faire les deux en parallèle ? Si, c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais là, on est en train de nous réformer la PJ d'un côté en nous disant on est en train de casser l'outil, casser l'outil qui allait chercher justement les têtes d'affiche qui étaient à l'étranger, etc., pour les ramener sur de la délinquance plus de terrain et compagnie. Donc je suis pas sûr qu'en tapant juste sur le bout de la chaîne, vous arrêtiez le process. C'est ça le problème, c'est qu'en haut, il y aura toujours des types qui vous enverront des stupes. Et alors, on peut finir par une note un peu pessimiste. C'est-à-dire que personne n'a jamais gagné la lutte contre les stupes. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, dans tous les pays, personne n'a jamais réussi à endiguer. Pour les États-Unis, ça fait 25 ans qu'ils luttent contre la Colombie, le Pérou, la Bolivie pour arrêter le trafic. La production de cocaïne, on voit le résultat. Mais ils ont décuplé leurs moyens ces dernières années. Le trafic, dans le même temps, a décuplé. La production a décuplé. Donc, c'est un peu sans fin. D'ailleurs, on voit que les États-Unis, le Canada commencent à légaliser. Je ne vous dis pas que c'est la solution, pour l'instant c'est un truc un peu... En tout cas, chacun tâtonne. Voilà, tout le monde tâtonne parce qu'on est perdu. C'est qu'on a l'impression d'une évolution crescendo. C'est-à-dire que quand on vous écoute, c'est comme une marche d'escalier, l'une après l'autre. Les marches ont été franchies depuis les années 2000. Et quand moi, je m'inquiétais de cette explosion de violence en imaginant que ça n'était qu'un soubresaut, peut-être un moment, une sorte de saison du crime, vous avez l'air de dire que non, ça n'est qu'une marche supplémentaire à laquelle on va devoir désormais presque s'habituer. C'est une lame de fond qui est en train de se construire, d'avancer, puis qui va se solidifier à la fin, qui va pas se retirer, la lame de fond. Jérôme Pirat, ce sont des jeunes garçons d'ailleurs, c'est un univers quasiment exclusivement masculin. Elles sont où les filles ? Elles font des études généralement. Elles travaillent, elles se mêlent pas de ces histoires. Et tant mieux pour elles. Non, c'est vrai. C'est de toute façon le banditisme traditionnellement, à part si vous avez regardé la mafiosa il y a quelques années, voilà, c'est un univers masculin. Donc c'est un truc assez phallocrate et machiste. Et non, mais je veux dire, on est dans un univers viril, etc. On n'est pas. Il y a très peu de filles. Il y a quelques femmes, quelques filles, mais c'est pas majoritairement à 99,9. Vous êtes face à. On parle des morts quand il y a des morts, mais on parle pas ou très peu de ceux qui sont sans doute terrorisés. Vous disiez tout à l'heure que désormais. C'est 3 quarts de la population. Malheureusement. Il y a ceux qu'on découpe dans des caves et qu'on met sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a, au-delà de cette face visible qui est la mort, il y a derrière une forme de terrorisation à la fois de ceux qui participent au trafic et en effet de la population ? La population, de toute façon, elle subit depuis des années. Même quand on tirait pas, de toute façon, ces gens occupaient les habitations, les halls d'immeubles, faisaient des filtrages à l'entrée des cités pour pas que vous rentriez si vous habitiez pas là. Ils vous suivaient. Il y a plein de gens, moi, qui me racontaient dans les quartiers nord à Marseille. Je peux même pas avoir un petit ami parce que quand il vient, on l'accompagne jusqu'à ma porte pour voir si c'est pas un flic qui reste caché dans le local à poubelle pour observer le trafic, etc., etc. Donc, c'était déjà une vie qui était
compliqué, impossible et inadmissible, voilà, aux yeux des lois de la République. Évidemment inadmissible. Et puis maintenant, à ça s'ajoute effectivement un effet de climat de guerre, c'est-à-dire que les gens ont peur, il y a des balles perdues, il y a des types il y a des femmes, enfin des mères de famille qui ont vu des balles de Kalachnikov rentrer dans la chambre de leurs enfants, notamment à la cité de la Castellane. Je me souviens qu'ils étaient couchés, comme enfin on aurait cru que c'était la guerre à Beyrouth ou au Liban dans les années 80. Donc oui, c'est terrorisant quand il y a un type de 65 ans qui est là en train de jouer aux cartes devant une épicerie puis qui prend une balle de guerre comme si on était en Syrie ou en Irak alors qu'on est en pleine France en plein après-midi. Enfin, ça devient surréaliste. Donc oui, la terreur, elle s'applique pas juste aux 3 guetteurs et aux 2 vendeurs de hache ou de coke qu'il y a dans la cité. Elle s'applique à l'ensemble des habitants et à l'ensemble des quartiers. Il faut quand même rappeler que cette population délinquante ou criminelle, c'est 0,1% des habitants de ces quartiers. Hein. C'est eux qui pourrissent l'ambiance. Mais 99,9 subit voilà, les affres de cette population-là, de cette frange délinquante. Et on a assez peu d'espoir quand on vous écoute, Jérôme Pierrin. Malheureusement, voilà, je suis pas porteur d'un grand optimisme, mais à observer ça, se déliter depuis des années, moi ça fait 20 ans que je regarde ça et j'ai pas bien vu d'amélioration. Pas d'amélioration, mais pas de surprise non plus quand on vous écoute. C'est assez logique. Voilà, c'était presque une évolution logique. C'est une mécanique qui se met en place, qu'on voit voilà, se dessiner depuis des années. Merci Jérôme Pierrin d'être venu tenter de nous expliquer. Enfin, vous nous avez très bien expliqué, mais on est un peu effrayés. Vous êtes spécialiste du grand banditisme. Je recommande non seulement vos articles, vos enquêtes, mais également les films dont vous êtes parfois scénariste ou commentateur. Jérôme Pierrin, donc.